Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. En 2017, le candidat En Marche à la présidence nous promettait la construction de 60 000 logements étudiants et de ne plus avoir personne qui dorme dans les rues. Sans surprise, cette promesse est non tenue. Depuis 2017, c'est devenu l'habitude, les promesses non tenues et les 49.3 qui s'enchaînent de semaine en semaine. Et même si on ne s'attend à rien, on est quand même déçu. Indigne. Voilà le mot qui me vient à l'esprit quand je pense aux conditions de vie et d'études de nos jeunes. Indigne quand 8 logements sur 100 sont vides, mais que les étudiants dorment dans la rue ou dans leur voiture. Indigne quand le Crous ne peut proposer aux étudiants qu'un logement sur 16 demandes en moyenne. Indigne quand 12% des étudiants renoncent à leur projet d'études, faute de logement. Crise du logement, baisse des APL, hausse des prix de l'énergie, servir les plus riches pour déshabiller les plus pauvres, encore et toujours. Les étudiants ne veulent plus de vos mesurettes, Madame la Ministre. Ils veulent s'émanciper, vivre dignement et de manière autonome. Mais surtout, ils attendent que le gouvernement tienne enfin ses promesses en assurant à chacun un logement. Alors, Madame la Ministre, quel dispositif d'urgence mettez-vous en place pour ne laisser plus aucun étudiant dormir dehors? C'est une question de dignité. Bravo. Merci. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Messieurs, Mesdames les députés, Madame la députée Fathia Kalouachi. D'abord, je vous remercie pour la question parce que ça me donne l'occasion effectivement de dire ce que ce gouvernement et cette majorité fait pour les étudiants de façon générale et en particulier dans le cadre du logement et dans le contexte actuel. Le logement étudiant, effectivement, actuellement, comme tous les logements aujourd'hui, connaît une crise. Je ne vous vois pas, mais... Et ce logement étudiant, on avait un plan de 60 000 logements. 30 000 logements ont été réalisés depuis 2017. Aujourd'hui, le logement étudiant fait partie d'une crise de foncier et nous sommes en train d'identifier avec le ministre du Logement le foncier disponible pour pouvoir continuer cet engagement de passer de 30 000 logements déjà réalisés aux 60 000 logements. Et puis c'est travailler dans de bonnes conditions pour les étudiants, vous l'avez dit. Et donc dans ce cadre-là, c'est 12 000 logements sur les 175 000 logements du Crous qu'il reste à rénover. Et nous avons déjà planifié cette rénovation de ces 12 000 logements. 4 000 sont en cours actuellement et 8 000 sont planifiés jusqu'à 2027. Et puis je vous rappelle que nous avons gelé les loyers de Crous depuis 4 ans. Nous avons augmenté les APL et que cette majorité a gelé aussi pour les conditions étudiants les droits d'inscription, mais aussi les droits d'inscription effectivement et les restaurations. Et nous avons mis sur la table pour cette rentrée un demi-milliard de plus sur la vie étudiante, en particulier sur cette première étape des bourses. C'est cette majorité qui, depuis 10 ans, a fait le plus sur la réforme des bourses et sur l'augmentation des bourses étudiantes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame la députée. Je retiendrai les 12... Mes chers collègues, un tout petit peu de silence. Madame la députée a la parole. Je retiendrai pour les 12 000 logements et la rénovation et j'espère que ce ne sera pas une énième promesse non tenue. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, au moment où vous avez déclenché le premier d'une longue série de 49.3, au moment où vous créez par amendement un paradis fiscal pour la FIFA, en rejetant simultanément des amendements adoptés en commission, l'austérité dans laquelle vous vous enfermez continue à produire ses effets dévastateurs. Vous ne prévoyez rien, ni pour les anciens, ni pour les jeunes, sur lesquels je vais me concentrer. Dans ma circonscription et partout en France, on constate que les jeunes, qu'ils soient étudiants, apprentis, jeunes salariés, glissent de plus en plus sous le seuil de pauvreté. Cette précarité les affecte dans tous les pans de leur vie.
leur logement, mais aussi leur alimentation, leur santé. Comment peuvent-ils dès lors poursuivre sereinement leurs études pour les uns, l'apprentissage d'un métier pour les autres, ou leur insertion dans le monde du travail? Comment se projeter dans la vie quand on ne côtoie que la galère, pour ne pas dire la misère? Une tribune publiée dans le journal Le Monde revendiquait il y a peu un revenu universel auquel le président a malheureusement violemment fermé la porte. Le groupe socialiste, quant à lui, a fait des propositions pour lutter contre l'inflation qui touche durement les plus jeunes et vous persistez à les balayer d'un revers de manche. Madame la Première ministre, l'urgence sociale est grande et de nombreuses familles en appellent aux associations d'entraide ou aux collectivités locales. L'État ne peut plus être absent face à cette précarité grandissante. Vos choix budgétaires ne peuvent pas continuer à favoriser outrageusement les plus nantis. Des mesures d'urgence doivent rapidement être prises à la mesure de la détresse de la jeunesse. Merci. Merci, monsieur le député. Allez-y, madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député David. À force de crier dans cet hémicycle, vous oubliez peut-être ce qui s'y est passé. Mais si aujourd'hui je suis assise en bas de ces bancs, j'étais pendant un an à côté de vous, au-dessus. Et je peux vous dire qu'il est quand même assez savoureux d'entendre qu'encore aujourd'hui, vous niez l'effort qui est fait par cette majorité, par ce gouvernement, depuis 2017. Plutôt que d'essayer d'écouter, prenez peut-être des notes. Nous avons favorisé l'apprentissage. Nous avons favorisé l'emploi des jeunes comme jamais. Nous avons permis aujourd'hui, avec le ministre Olivier Dussopt, de signer le 500 millième contrat d'engagement jeune. 500 000 jeunes ont été accompagnés dans l'insertion. Vous parliez aussi des jeunes étudiants. Qui a permis de mettre la création du repas à 1 €? C'est nous. Qui a pérennisé ce système pour les plus précaires et les boursiers? C'est nous. Qui a gelé les loyers des Crous et Exactement, c'est nous. Merci. Encore une fois, être assis à gauche de l'hémicycle, c'est peut-être bien. Emporter les valeurs, c'est mieux. Merci, monsieur le député. Monsieur le député. Madame la ministre, j'ai bien noté que tout allait bien finalement et que tous ceux qui sont dans la pauvreté... Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, les risques sanitaires liés à l'utilisation du glyphosate, mis en évidence dans plusieurs études scientifiques indépendantes, ont amené l'OMS à qualifier cette substance de cancérogène probable dès 2015. Dans son avis très controversé, l'EFSA cherche maladroitement d'en relativiser les risques. Suite à cet avis, la Commission européenne a proposé aux États membres de renouveler son autorisation pour une durée de 10 ans, alors même que les dangers du glyphosate ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, nos concitoyens ne s'y sont pas trompés. 2 tiers des Français rejettent son utilisation. En 2017, la France a voté pour la première fois contre la réautorisation de cet herbicide dans l'Union européenne pour une durée de 5 ans. La voix de la France n'a cependant pas suffi pour obtenir l'interdiction européenne. Le président de la République s'était alors engagé à sortir la France du glyphosate au plus tard dans 3 ans, engagement qu'il a lui-même enterré dès le fameux grand débat. En 2019, les autorités publiques ont mis en place un plan d'action de sortie de cette substance dont l'efficacité s'est avérée malheureusement très relative. Voilà quelques jours, la France, par manque de courage, décide de s'abstenir lors du vote de la proposition de la Commission européenne sur le renouvellement de la licence d'utilisation du glyphosate pour 10 ans dans l'Union. Il ne manquait alors que 2 voix pour obtenir son interdiction. Et dans quelques jours, un nouveau scrutin devra définir la position européenne. Nous savons qu'en l'absence de majorité, la Commission prendra la main sur la décision. Nous devinons l'issue probable si tel est le cas. Monsieur le ministre, c'est une question de santé publique. Quand comptez-vous prendre vos responsabilités et sortir du double discours? Finalement, quelle est la position de la France? Depuis 2015, quels moyens avez-vous mis en œuvre pour accompagner le monde agricole afin de trouver les moyens de substitution? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, monsieur Marc Fesneau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Weber, merci de votre question. Ça me permettra de faire le point sur cette question effectivement du glyphosate.
qui est parfois une question un peu polémique et un peu caricaturée. Alors je vais vous dire quelle est la position de la France. La position de la France, si c'est polémique et caricaturé, je tiens à le redire. Je vais vous dire quelle est la position de la France. La position de la France sur les produits phytosanitaires, c'est d'essayer de tenir une trajectoire de réduction. Et cette trajectoire de réduction, pour la première fois dans le quinquennat précédent, nous avons commencé à l'amorcer. Sur le glyphosate en particulier, je rappelle que sur la période, depuis 2017, nous avons réduit les usages du glyphosate de près de 27%. Il n'y a aucun gouvernement qui a été capable de le faire. Aucun. Aucun, y compris ceux que vous soutenez, ni ceux dans le monde dont vous faites référence. Sur le glyphosate, nous sommes le seul pays à avoir réussi à réduire les usages. Et donc la position de la France qui s'est exprimée dans le débat communautaire, je rappelle que c'était une décision communautaire à l'échelle de la Commission, la décision, ça a été de faire en sorte que partout où on peut trouver des alternatives, il n'y a plus d'utilisation du glyphosate possible. Il y a des situations où il n'y a pas d'alternative possible. Par exemple, dans l'agriculture de conservation des sols. Alors on peut essayer de dire en permanence, il n'y a qu'à faucon. On peut dire en permanence, des alternatives, il y en a. Mais parfois, il faut reconnaître qu'il n'y en a pas, qu'il y a besoin de recherche. Et donc, nous sommes sur la trajectoire de la réduction. Et par ailleurs, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'interdiction. C'est la ligne à laquelle nous nous sommes fixés et c'est la ligne à laquelle nous nous tiendrons. Je reviens de la Somme. Je reviens de la Somme. Il y a des gens en tribune qui sont venus expliquer qu'il y avait des solutions pour l'alternative aux néonicotinoïdes. La vérité, c'est que nous ne les avons toujours pas. On maintient la position française sur l'interdiction. C'est pas ça le sujet. Mais c'est beaucoup plus compliqué que vous n'y pensez. Parlez-en à l'INRAE. Parlez-en à l'INRAE. Et donc, on a besoin de travailler sur les solutions. C'est le sens des moyens qu'on met sur la recherche, sur l'innovation, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, réduire. En tout cas, la France est le seul pays au monde à tenir une position de réduction sur les glyphosates. Et c'est ça qu'on continuera à défendre. Si, quelques secondes. Monsieur Weber, quelques secondes. Monsieur le ministre, je crois surtout que vous n'êtes pas au rendez-vous de l'histoire. Du courage, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci. Mes chers collègues, ma question concerne l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée et j'associe ma collègue Karine Daniel. Aucun répit, aucun repli. Aucun répit face à la crise sociale et au chômage. Aucun repli pour cette expérimentation qui a déjà permis à 3 600 personnes de sortir de la privation d'emploi. Votée à deux reprises au Parlement à l'unanimité, cette expérimentation a été saluée par Madame la ministre du Travail en 2020 comme une solution d'insertion sur mesure. Co-construite avec la société civile, son utilité sociale et démocratique est citée en exemple par la Commission européenne. L'Italie et la Belgique dupliquent le modèle. À l'été, première saison, vous avez pourtant choisi de baisser la contribution de l'État au financement des emplois créés de près de 1 500 € par an par emploi. À l'automne, deuxième saison, le budget prévisionnel, certes dynamique, n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Il est insuffisant, il ne permettra pas la montée en puissance pourtant actée, gèlera les perspectives d'embauche dans les territoires habilités et ceux qui sont prêts. Fragiliser le modèle, c'est précipiter l'échec. Pourtant, partout, les résultats positifs sont visibles et dépassent le cadre largement de la personne concernée. En 7 ans à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le taux de réussite au brevet des collèges a grimpé de 12%. On ne peut pas feindre d'ignorer que Territoire zéro chômeur a contribué en partie à cette dynamique vertueuse. Les territoires, les collectivités sont au rendez-vous. Le Parlement à l'unanimité est au rendez-vous. Les acteurs, employeurs, privés, publics de l'économie sociale et solidaire sont au rendez-vous. Les effets positifs sont au rendez-vous. Cela a un coût, mais cela n'a pas de prix. De l'argent, il y en a, monsieur le ministre. De l'argent, il en faut pour tenir les engagements pris. 20 millions d'euros. Quels moyens allez-vous mobiliser durablement pour la France qui essaie, qui innove et qui fait la démonstration de sa réussite? Pour répondre, la parole est à ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Canales, permettez-moi de vous répondre, ça n'est pas la coutume, mais avec des questions pour vous faire partager aussi la même difficulté. Vous dites, ça n'est pas suffisant de financer un emploi à 95%. 95% de prise en charge au niveau du SMIC, c'est le plus haut taux de financement des emplois aidés que l'on connaît dans notre pays. Toutes les structures d'insertion par l'activité économique aimeraient pouvoir bénéficier de la même chose. La deuxième chose, vous nous dites qu'il faut accompagner tous les développements et toutes les perspectives. Je pose une autre question à la réflexion collective. Les départements, par la loi, la deuxième loi, que tout le monde a votée à l'unanimité, doivent apporter 15% du budget global des expérimentations. Est-ce que tous les départements sont d'accord pour que les 15% qu'ils doivent apporter représentent des sommes dont ils n'ont pas la maîtrise? La réponse est non. Nombre des présidents de département me l'ont dit. Vous me dites que le budget que vous prévoyez pour l'expérimentation est dynamique mais pas suffisant. Il passe de 44 à 69 millions d'euros. C'est une augmentation de 53%. Là aussi,
toutes les structures d'insertion par l'activité économique aimeraient pouvoir bénéficier de la même chose. J'ai eu, et plus particulièrement mon cabinet a eu de nombreux échanges tout au long du mois d'octobre avec le président Louis Gallois qui s'occupe du conseil scientifique et qui propose à la labellisation du gouvernement de nouveaux territoires. Vendredi soir, je tiens le message à votre disposition. Mon directeur de cabinet a proposé à M. Gallois qu'au cours de l'année 2024, en fonction de leurs besoins, nous puissions ajouter 10 millions supplémentaires, à une condition, que nous puissions anticiper sur les créations d'emplois et avoir une projection qui nous permette de prévoir, tout simplement de prévoir la mobilisation de l'argent public. Il a essuyé un refus. C'est dommage, mais nous allons continuer à discuter pour voir comment accompagner cette expérimentation, mais le faire dans un cadre qui est le cadre budgétaire de l'État. Je l'ai dit, le budget de l'État, ça n'est pas élastique. Ça n'est pas un libre-service dans lequel on peut piocher au gré d'un développement que l'État ne pourrait pas maîtriser. Nous sommes sur un niveau d'intervention qui n'a jamais existé. L'évaluation qui est en cours va aussi le montrer. Madame Canales. Monsieur le ministre, on passe de 102% de cofinancement des emplois à 95%. On ne change pas les règles en cours. Par ailleurs, pour abonder les finances publiques, des pistes, il y en a. Rétablissement de l'ISF, taxation des superprofits. Le collègue tout à l'heure a fait quelques propositions. De l'argent, il y en a. On peut en trouver. De l'argent, il en faut pour le territoire zéro chômeur et les personnes bénéficiaires. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, le 10 octobre dernier, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté à une grande majorité un rapport ainsi qu'une résolution pointant de nombreuses violations par la France de ses obligations relatives à son adhésion au Conseil de l'Europe. Usage abusif du 49.3, surpopulation carcérale structurelle, problème avec la doctrine du maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes et pendant les manifestations contre la réforme des retraites, questionnement sur l'indépendance de la justice, concentration des médias qui nuit au pluralisme. De plus, le 18 octobre, le Conseil d'État s'est opposé à l'interdiction systématique des manifestations pro-palestiniennes en contradiction avec une consigne du ministère de l'Intérieur adressée au préfet. Enfin, votre gouvernement vient d'enclencher le 13e 49.3 sur le PLF 2024 en battant des records de vitesse et le 14e est imminent sur le PLFSS. Vous privez les députés de tout débat et de tout vote. Madame la Première ministre, où emmenez-vous ainsi notre démocratie ? Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État en charge de l'Europe. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Corinne Narassiguin. Nous avons bien adopté l'adoption du rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et comme vous savez, celui-ci est rédigé par une commission de suivi qui est composée de parlementaires. Les travaux sont sans contexte d'excellente qualité. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une assemblée consultative et dont les rapporteurs choisissent eux-mêmes le thème de leur rapport. Il n'est donc pas totalement impossible d'envisager que le choix de la thématique ait été guidé par quelques considérations politiques. Ni l'avis du secrétaire général d'ailleurs, ni celle des autres organes décisionnaires ne sont engagés par ce rapport. Ceci étant dit, nous étudions évidemment avec attention les recommandations. Sur le côté positif, je suis sûre que vous avez vu qu'il saluait les efforts qui ont été déployés par la France pour renforcer l'indépendance des autorités judiciaires. Sur les données des forces de l'ordre, je suis un peu étonnée parce qu'en fait, l'IGPN et l'IGGN recensent le nombre de blessés et de tués pendant des missions de police, et en 2022, il était de 5%, le nombre de blessés, soit 4 cas. Voilà, donc en conclusion, nous allons continuer de suivre et voir ce que nous pouvons améliorer. Et ensuite, sur le 49.3, je vous rappelle qu'il a été approuvé par la Constitution avec un score de près de 86% en 1958, renforcé en 2008 et qu'il fait partie de nos appareils constitutionnels. Et oui, c'est comme ça, c'est la Constitution. Je vous remercie. Madame Narassiguin. Madame la ministre, vous vous dédouanez bien vite. La France a également été condamnée à de multiples reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa surpopulation carcérale et sa politique migratoire. Et votre gouvernement s'apprête à restreindre les droits les plus fondamentaux des personnes migrantes dans le cadre du projet de loi immigration qui arrive.
Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a déclaré ce week-end qu'il assumait les condamnations de la CEDH et qu'il était prêt à soutenir les propositions de la droite LR visant à s'asseoir sur nos obligations européennes. Le tout après avoir attaqué la Ligue des droits de l'homme il y a quelques mois. Vous emmenez la France pas à pas vers un régime illibéral et vous le savez.